victoire de Stéphane Diagana en 400 mètres haies à Munich à 33 ans. C'est une médaille d'or pour ses derniers championnats d'Europe. Nous retrouverons le champion dans quelques instants. Quand Nicolas rencontre Léna, ça n'est pas une tragédie, c'est un conte. C'est arrivé cette semaine sur l'autoroute A7. Le sang-froid du chauffeur routier a sauvé la vie de la petite fille. Nous le retrouverons aussi dans ce journal. Urgence débordée, manque de personnel. L'hôpital Nord de Marseille n'accueille que les particuliers. Les malades acheminés par les pompiers sont refoulés vers d'autres centres. Navigation intense dans les ports de plaisance. À Nice, la capitainerie organise la circulation avec une règle maritime que tout marin doit connaître. Tricot vert et bâtis rouges. Explication dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Magnifique victoire pour Stéphane Diagana. À 33 ans, il emporte la médaille d'or du 400 mètres haies au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich. C'était il y a une demi-heure à peine. Regardez. Stéphane Diagana à bout de souffle. Et il y a de quoi. C'est le seul titre qui manquait à son palmarès. Stéphane Diagana, champion du monde en 1997, n'avait jamais décroché l'or dans une épreuve européenne en plein air. C'est maintenant chose faite, et de quelle manière? De bout en bout, Diagana a mené les 400 mètres haies. Il avait prédit qu'il viendrait à Munich que pour remporter cette course. Il termine en 47 secondes et 59 centièmes. À 33 ans, Stéphane Diagana participait à ses derniers championnats d'Europe. Un départ sur la plus haute des marches. Dernière surprise, son fils Tidiane, 10 jours à peine, il était dans les gradins pour assister à l'exploit de son père. Stéphane Diagana, merci d'être avec nous. Cette victoire, elle est particulièrement belle et importante pour vous, on vient de voir dans ce reportage. Oui, c'est vraiment un grand moment. Ça a été très difficile ces 3 jours pour moi. Je commence à avoir du mal à enchaîner les courses comme ça, plus sur le plan psychologique que sur le plan physique. Ça fait un moment maintenant que je cours dans les grands championnats et c'est très fatigant pour les nerfs, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Ce qui s'est bien enchaîné au fond, c'est la préparation, c'est aussi les demi-finales et puis votre entourage affectif avec aussi la présence du petit Diagana. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça fait passer les choses sportives un petit peu au second plan. Il faut rester concentré quand même, mais ça permet de relativiser et de se dire que de toute façon, on a un grand bonheur qui est déjà arrivé cette année, la naissance de mon fils le 30 juillet. Et c'est vrai que ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et d'arriver en me disant, bah, de toute façon, c'était dernier championnat d'Europe. Lance-toi, prends plaisir. Et j'avais vraiment envie de bien faire, mais j'étais pas soucieux quant au résultat. Je me disais, donne le meilleur de toi-même et puis après, le résultat, on verra bien. Stéphane Diagana, 33 ans, magnifique palmarès déjà. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Bah écoutez, pour l'instant, je savoure ce bonheur. Ça a été une semaine très intense pour moi, donc j'ai pas envie de tirer des plans sur la comète et je savoure vraiment cette soirée avec mes proches, avec mon entourage, mon entraîneur, ma famille qui est présente et bien sûr ma compagne et mon petit garçon. Merci en tout cas Stéphane Diagana de nous avoir accordé cet entretien et merci pour toutes ces jolies images et cette émotion que vous nous avez apportée. Elle s'appelle Léna, elle a 3 ans et comme tous les enfants en voiture, elle est un peu dissipée. Hier après-midi, pour jouer, elle s'est détachée de son siège bébé et a ouvert la portière. Elle est tombée sur l'autoroute. Miraculeusement, un chauffeur routier qui suivait s'est arrêté à quelques mètres de l'enfant. La petite fille hospitalisée à Montélimar souffre d'hématomes à la tête, aux bras et aux jambes. Le routier, Nicolas Labertonnière, 33 ans, est encore sous le coup de l'émotion. Christelle Bertrand, Charlotte Millet et Philippe Évêque. Choquée, blessée, mais sauvée. La petite Léna est couvée par sa famille, encore abasourdie. Depuis l'accident, la fillette de 3 ans passe pour une miraculée. Je m'attendais à voir un enfant polytraumatisé, alors qu'il me dit bon ben tout allait bien, tous les différents scanners qu'on a pratiqués sont normaux et l'enfant elle est éveillée, elle parle et elle va bien. Léna ne souffre que d'hématomes et de brûlures légères, alors qu'elle est tombée d'une voiture lancée à plus de 100 km/h. En milieu d'après-midi sur l'autoroute A7, le trafic est souvent dense. Au moment où la petite fille bascule sur la route, la voiture de son père est sur la file du milieu. Quelques secondes plus tard, son père s'aperçoit de la chute, se rabat et s'arrête. Derrière, un routier qui suit la voiture, heureusement en respectant les distances de sécurité, a eu le bon réflexe. J'ai vu que c'était pas du tout ce que je pensais, que c'était un enfant qui tombait de sa voiture.
d'une voiture et là j'ai tout pilé, j'ai freiné tout ce que je pouvais et bon, mais je me suis arrêté à un mètre de l'enfant. Le père de Léna s'étonne encore que sa fille de 3 ans ait pu seule enlever sa ceinture, glisser du siège auto et ouvrir la porte coulissante du Nissan Serena. Je ne sais pas si dans la journée nous avons enlevé la sécurité pour enfants. Pour moi, la porte était fermée. Léna se remet doucement de l'accident. Elle mange normalement et son séjour à l'hôpital de Montélimar devrait se prolonger jusqu'à lundi prochain. Si la petite fille a pu être sauvée, c'est parce que Nicolas Labertonnière, chauffeur routier, a fait preuve d'un grand sang-froid et surtout parce qu'il respectait les règles de sécurité. Hier après-midi, sous le coup de l'émotion, il a interrompu son travail, mais aujourd'hui, il a repris le volant de son semi-remorque, portrait d'un homme qui affirme n'avoir fait que son devoir. Virginie Fichet et Thierry Simonet. Le camion qui circulait derrière a pu non seulement s'arrêter à temps, mais sauver la petite fille. Un récit d'un exploit, Christelle Bertrand. 48 heures après, Nicolas Labertonnière est toujours sous le choc. Depuis 6 ans, la route l'éloigne constamment de ses 2 jumelles âgées de 3 ans et demi. Alors ce jour-là, sur l'autoroute, plus encore qu'un réflexe de conducteur, c'est son instinct paternel qui l'a guidé. C'est comme si j'avais sauvé ma fille, j'ai sauvé une enfant, bon, c'est comme ça, et puis si vous voulez, c'est la vie, faut continuer, faut faire avec, puis continuer son métier que j'aime. Malgré les propositions de son patron, il a préféré reprendre son travail rapidement, recommencer pour oublier, tourner la page de cette aventure dont il est devenu le héros, malgré lui. Non, je suis héros de rien, ça mérite pas ça, j'ai fait ce que je devais faire, c'est tout. 120 000 km par an dans son semi-remorque et toujours la prudence pour compagne de route. Nicolas ne cesse de le répéter, il a simplement respecté le code de la route. Ce qu'il aimerait, que ce miracle serve de leçon aux autres, sans illusion. Il n'y a que quelques personnes, et moi et surtout les parents, qui en ont un souvenir à vie. Mais les autres vont vite oublier, hein. Vous savez, passer 2-3 jours, ce sera terminé. À présent, Nicolas Labertonnière n'aspire qu'à une chose, retrouver bientôt l'anonymat et surtout serrer au plus vite ses 2 fillettes dans ses bras. Nicolas Labertonnière, bonsoir. D'abord, permettez-nous quand même un grand coup de chapeau, parce que même si vous êtes extrêmement modeste, vous avez fait quelque chose de tout à fait formidable. Et quand on vous voit et quand on vous écoute, on a le sentiment que c'est après coup que vous avez eu peur. Oui, oui, j'ai eu peur après, parce que sur le moment, j'ai pensé qu'à l'enfant, j'ai pas pensé à autre chose. C'est à 18h, quand je suis reparti à 16h30, tout seul dans mon camion, là j'ai commencé à réaliser lentement ce que je venais de faire. Et puis bon, à 18h, j'ai pas pu continuer de rouler, je me suis garé et j'ai attendu le lendemain. La petite fille, vous l'avez vue, la petite Léna, elle n'avait pas perdu connaissance? Non, elle n'avait pas perdu connaissance, elle pleurait, je l'ai eu devant moi, j'ai regardé si elle n'avait pas de blessures graves, d'hémorragie externe, de membres cassés avec fracture ouverte, quoi, pour essayer d'y faire un point de compression s'il y avait besoin, faire ce qu'on m'a appris en secourisme. Et bon, elle n'avait rien, moi je pouvais que la protéger, j'ai fait ce que je pouvais, quoi, c'est tout. Mais parce que vous avez pris des leçons de secourisme, et c'est aussi ça qui vous a permis d'avoir ces réflexes-là? Le réflexe de regarder, oui, si elle n'avait pas une hémorragie externe ou une fracture ouverte, bon, donc pour faire un point de compression, il y avait que ça, elle n'avait pas, tant mieux, c'est bien plus simple comme ça, quand l'enfant va bien après. Vous irez la voir à l'hôpital? Malheureusement non, lundi matin je remonte dans mon semi-remorque, elle sort lundi, moi ce week-end je veux me reposer parce que je ne peux pas. Vous allez voir vos filles? Vous allez voir vos filles? Retrouver mes 2 petites filles, oui, et puis ma femme aussi, parce que j'ai besoin de me retrouver en famille et de me reposer là, parce que j'ai pas dormi depuis 2 jours. Je vois cette petite fille et je l'avais pas vue, je viens de la voir là, à la télé pendant le reportage. C'est la première fois que je vois son visage, je l'avais jamais vu son visage avant. Est-ce que vous avez conscience que c'est assez rare de voir des routiers aussi prudents que vous sur la route?
Non, c'est pas rare, c'est pas vrai. Faut pas dire ça. Les chauffeurs routiers sont des gens qui sont très prudents pour la plupart. Quelques-uns malheureusement ne respectent pas les limitations de vitesse, de sécurité. On va dire c'est des sauvages pour moi. Mais malheureusement, c'est souvent un véhicule léger qui cause un accident à un véhicule lourd. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Labertonnière d'être venu dans ce journal et puis rentrez vite chez vous, embrassez votre épouse et vos deux petites filles et encore chapeau. La plupart des voitures disposent de systèmes de sécurité qui empêchent les enfants d'ouvrir les portières. En outre, la plupart des sièges bébés doivent être suffisamment ajustés pour que l'enfant, précisément, ne puisse pas se détacher. Alors comment la petite Léna a-t-elle pu ouvrir la portière? Nicolas Châteauneuf et Jelly Blade. Voici le modèle que conduisait le père de la petite Léna lorsque celle-ci est tombée sur l'autoroute à 110 km/h. La Nissan Serena, qui n'est plus fabriquée actuellement, dispose d'une porte coulissante sur le côté droit. Un système qui s'est largement développé ces dernières années sur les monospaces. Le problème, c'est que les parents avaient oublié de mettre la sécurité enfant. Lorsque la petite fille a ouvert la porte, l'air s'est engouffré et l'enfant a été aspiré. Par précaution, la petite Léna était pourtant bien attachée à l'arrière sur un siège enfant, mais elle a pu s'en dégager. Il faut des sièges adaptés à la morphologie de l'enfant. Et c'est sûr qu'avant 4 ans, il faut un baquet. Et normalement, on ne peut pas, quand on est un enfant, retirer tout seul la ceinture de sécurité dans ses baquets. Mais si la petite Léna a survécu, c'est surtout parce que les camions qui suivaient la voiture roulaient à 300 mètres derrière. Suffisant pour leur permettre de freiner à temps et d'éviter l'enfant. Normalement, la distance de sécurité sur autoroute entre deux véhicules doit être de 2 bandes blanches ou bien de 2 secondes. Un principe simple, mais encore trop peu respecté sur les routes de France. À Marseille, l'hôpital nord de la ville refuse la moitié des malades qui se présentent aux urgences, faute de personnel suffisant. Seuls les patients venant spontanément sont accueillis. Ceux qui sont déjà pris en charge par les pompiers sont orientés vers d'autres centres. L'assistance publique de Marseille a déjà pris des mesures d'urgence. Caroline Gauthier et Michel Comin. Urgentiste, c'est une vocation. Catherine Giovannetti l'a vécu comme telle pendant 11 ans dans ce service des urgences de l'hôpital Nord. Aujourd'hui épuisée, elle s'apprête à en partir. Il n'y a plus rien à faire. On vous sent écœuré. Écœuré, c'est le mot. Écœurement puis exaspération lundi quand une patiente gifle ce médecin urgentiste. L'agression de trop, les arrêts de travail s'accumulent, impossible alors de faire face. Respirez. On a eu des infirmiers en heures supplémentaires qui ont dû faire aide-soignant. On a eu des infirmiers en heures supplémentaires qui ont dû faire brancardier. Que voulez-vous, heures supplémentaires, ça veut dire pas de repos, et donc il y avait un moment forcément on est fatigué. Une hécatombe sur le planning, avec pour conséquence le recrutement en catastrophe ce matin d'infirmiers ou d'aides-soignants novices en matière d'urgence. C'est vrai que j'arrive ici un peu paumé dans le service d'urgence, il manque du personnel et donc j'ai adapté. Solution radicale, les urgences de l'hôpital Nord sont désormais fermées aux SAMU et aux pompiers. Alors forcément, aux urgences de la Conception, un autre hôpital marseillais, l'activité redouble. On a déjà, je dirais, des difficultés de gestion avec nos patients habituels, puisqu'on tourne en base à 120 patients par jour. Tourner à 160, c'est vrai que nous pose des soucis. Retour à la normale prévu la semaine prochaine à l'hôpital Nord. Bien que désabusés, les urgentistes restent motivés pour soigner. La sécurité routière a lancé une campagne contre l'alcool au volant qui, faut-il le rappeler, provoque la moitié des accidents mortels. Seulement voilà, les marchands de vin et d'alcool se sont émus de cette campagne. Ils la jugent discriminatoire. Histoire d'une tempête dans un verre de vin. Séverine Lebrun, Frédéric Vion et Rémi Poissonnier. L'alcool n'est pas la drogue, on n'est pas des dealers. Un slogan choc que l'on peut lire sur près de 3 millions de sous-bocs distribués dans les cafés. Une campagne lancée par les professionnels de l'alcool et qui pourrait trouver un écho chez les consommateurs. Pour moi, l'alcool, non, je vous dis que c'est... faut pas en abuser, mais bon, c'est tout. C'est tout. C'est pas une drogue. Ouais, non, c'est pas une drogue. Non. Il faut savoir quand même que l'abus d'alcool est quand même dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération quand même. Les cafetiers en ont assez d'être pris pour cible par les campagnes de prévention routière. Pour eux, l'alcool à faible dose n'a jamais tué personne.
la surconsommation, l'accoutumance, nous sommes d'accord, il faut lutter contre, mais de là à me dire que dans la même liste, je vais retrouver la cocaïne, je ne sais quoi, l'héroïne, le cannabis et mon petit verre de vin rouge du dimanche, je suis désolé, ça fait un peu gros quand même. Hein. C'est la dernière campagne de la sécurité routière qui a fait déborder le vase. À gauche, l'étiquette d'une bouteille de vin masque en partie la vue du conducteur. Histoire de dire que même un petit verre entre amis peut conduire à la catastrophe. On voit bien que les producteurs d'alcool voudraient montrer du doigt dans le danger de l'alcool sur la route uniquement les alcooliques dépendants ou les ivrognes qui tiennent à peine debout. Or, c'est pas ça. La réalité des accidents liés à l'alcool, ça commence à 0,50 g et à 0,50 g d'alcool dans le sang, on a un comportement en apparence normal. En 2001, près de 1600 personnes ont perdu la vie dans un accident lié à l'alcool. Avec la vitesse, cela reste l'une des principales causes de mortalité sur les routes de France. L'abus d'alcool, justement, aurait pu provoquer un grave accident. À Rouen, un conducteur d'autobus qui allait chercher des enfants dans un centre aéré a été arrêté alors qu'il circulait à contresens, manifestement ivre. Il a refusé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Yann Fronty, Pierre Bonte, Joseph. Il a d'abord pris ce pont à contresens et à vive allure. Intercepté par la police, le chauffeur a refusé de s'arrêter en criant « J'ai du travail et je suis pressé ». Visiblement en état d'ivresse, il s'apprêtait à aller chercher un groupe de jeunes enfants dans un centre aéré. Il a été interpellé difficilement puisqu'il a refusé 2 fois de s'arrêter, de répondre aux sommations des policiers. Et lors de son interpellation, on a constaté qu'il était en état d'ivresse. Aujourd'hui, ses collègues n'en reviennent pas. Au sein de son entreprise, Jean-Pierre, 47 ans, avait la réputation d'un chauffeur sérieux. C'était quand même quelqu'un de très professionnel, avec 7 ans d'ancienneté. C'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Alors là, nous, ça, on n'a pas trop bien compris. Ici, on ne veut même pas savoir ce qu'il s'est passé. Pour les responsables du centre aéré, l'erreur du chauffeur est impardonnable. Dès la semaine prochaine, ils changeront de compagnie de bus. Ce matin, je suis surpris, je suis déçu et je suis très en colère parce que la sécurité des enfants, elle est où dans ces cas-là? Le chauffeur sera jugé en octobre prochain. Il risque jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Quant à son entreprise, elle a entamé une procédure de licenciement. En maillot de bain, en paréo ou en chaussures de montagne, les membres du gouvernement ont pris leur quartier d'été. Le président de la République est dans l'île de la Réunion. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, fait de la randonnée dans les Alpes. Et pourtant, la machine gouvernementale continue de tourner, vacances ou pas. Les décisions sont toujours prises, comme a pu le constater Philippe Boissery. Ce matin, les élus de la Réunion ont découvert que le repos bien mérité pouvait s'accommoder de quelques devoirs de vacances. Invités à la préfecture de Saint-Denis par le président de la République, ils ont eu droit à ce que le protocole appelle une réunion de travail. Europe et canard à la vanille, curry poulet et problème des dom-toms, tout a été abordé. Jacques Chirac est peut-être en villégiature à la Réunion, il entend bien montrer qu'il n'est pas en congé de la République. Et ce message semble valable pour tous les ministres. Si depuis mardi et le dernier conseil, la plupart se sont égayés dans la nature, pas un jour ne passe sans une annonce officielle. De l'éventuelle réforme de la redevance audiovisuelle avec une possible hausse de 3%, au lancement d'un audit sur les grands chantiers routiers et ferroviaires, tout en passant par l'annonce de l'annulation de l'exposition 2004, on en préparerait presque son cartable de rentrée, avec un mot en tête, économie. Il faut que la France mène des projets qu'elle soit capable de financer. Il faut vivre selon nos moyens. Fort de ce principe, ce matin, alors que Jean-Pierre Raffarin goûte au bon air des Alpes, ses conseillers restés à Paris ont envoyé dans tous les ministères les lettres plafond pour le prochain budget. Il faut dire qu'avec les moyens modernes de communication, aujourd'hui le pouvoir peut être en vacances sans qu'il y ait vacances du pouvoir. À Châteauroux, dans l'Indre, 300 agriculteurs ont organisé un barbecue pour protester contre le projet de réforme de la politique agricole commune qui risque d'entraîner des baisses de revenus. Une réforme destinée à préparer l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est, entre autres. En Corse du Sud, c'est la sécheresse. Plusieurs campings et même certains hôtels ont été obligés de fermer par manque d'eau. La nappe phréatique n'a jamais été aussi basse. Un reportage Yvan Martinet. 3 campings, un hôtel, un restaurant, tous contraints à la fermeture. Depuis 5 jours, les robinets de Vigianello et Olmeto ne donnent plus une goutte d'eau. Conséquence, les vacanciers lèvent le camp. Un désastre pour les saisonniers. Voilà, 30 ans, foutu en l'air en un été. Mais pour ce directeur de camping, la sécheresse n'explique pas tout.
Nous avons assez d'eau pour alimenter 10 fois l'été et on ne sait pas canaliser l'eau et on ne sait pas où la mettre. Alors maintenant, on se retrouve ici sans eau, les gens s'en vont à la pelle, c'est impressionnant et c'est insupportable. La gestion des eaux dénoncée, les touristes qui désertent. En attendant, Propriano, la ville voisine, offre une demi-heure d'eau par jour, mais la situation ne pourra pas durer. À Propriano aussi, la pénurie guette déjà. C'est une erreur de navigation qui est à l'origine de la voie d'eau dans la coque de la vedette l'Atlante, qui reliait hier la Turballe à Belle-Île. Selon la gendarmerie, le capitaine a préféré naviguer à vue plutôt qu'utiliser son GPS. Il a heurté un rocher sur un haut fond. Les 221 passagers ont pu être évacués sans dommage. Les équipages, il est vrai, sont formés pour faire face aux avaries et aux accidents. Explication Christophe de Valambra et Philippe Ritten. Mini-croisière découverte de Fort Boyard, 143 passagers à bord de l'Océane 1 et tout le matériel de sécurité nécessaire. Brassière de sauvetage, canot de survie, etc., etc. Autant de matériel que les 3 hommes d'équipage doivent parfaitement maîtriser. Comme tous les marins professionnels, ils ont appris les procédures de sécurité en cas d'avarie. Éteindre les feux, prévenir la radio, savoir enfiler les gilets de survie, savoir lancer les fusées. Et tout ça dans le calme, justement, gérer la panique. Le déploiement d'un canot de survie, un exercice de formation des futurs marins professionnels. Pour un jour piloter une vedette comme l'Océane 1, ils doivent obtenir le permis de transport passager, très exigeant en ce qui concerne la sécurité à bord. Et donc pareil, un petit coup sec. Les marins ne sont embarqués sur le rôle d'équipage, donc ne sont admis à naviguer sur ce navire que s'ils disposent des brevets requis qui permettent effectivement de contrôler la compétence de ces marins. Et notamment, comment sont-ils capables de maîtriser un début d'incendie ou de maîtriser une voie d'eau et comment sont-ils capables de maîtriser une panique commençant à bord des passagers. En fait. Une centaine de passagers à évacuer d'urgence, incendie à bord. Un exercice grandeur réelle, il s'en organise chaque année pour tester les procédures de sauvetage. Les accidents sur les vedettes transportant des passagers sont heureusement assez rares, mais le moment venu, les équipages doivent être parfaitement au point. Pourquoi certains d'entre nous sont rassasiés à la première bouchée alors que d'autres ont toujours faim? À cette injustice criante de la nature, les scientifiques ont peut-être trouvé la réponse. Il existe une hormone qui, lorsqu'elle se déclenche, envoie au cerveau un message de satiété. On n'a donc plus faim. Explication Claudine Gilbert. L'obésité, une épidémie mondiale, disent les médecins, conséquence des modes de vie contemporains, manque d'exercice et alimentation trop riche. D'où l'intérêt de l'hormone de satiété découverte par une équipe de chercheurs britanniques, américains et australiens. Elle est produite naturellement dans l'intestin grêle et le côlon. À la fin des repas, elle prévient votre cerveau que vous avez assez mangé. Lorsque la nourriture arrive dans l'intestin, les parois sécrètent cette hormone qui passe alors dans le sang. Elle remonte jusqu'au cerveau et court-circuite le centre de l'appétit. Et là, vous arrêtez de manger. Après injection de cette hormone peptidique, les 12 cobayes des adultes de poids normal ont absorbé 33% de calories en moins pendant 24 heures. Avec l'hormone de satiété, j'ai mangé 2 fois moins de curry qu'avec le placebo. J'ai bien goûté les autres plats, mais rapidement, j'ai cessé d'avoir faim. L'hormone de satiété peut être une nouvelle arme contre l'obésité et son cortège de maladies. Diabète, maladies cardiaques, attaques cérébrales et cancers. Un nouvel espoir, en tout cas pour tous ceux qui souffrent de surpoids, soit 1 milliard d'êtres humains. Au Japon, des chercheurs ont sans doute trouvé une méthode révolutionnaire pour soigner l'artérite, une inflammation des artères qui peut entraîner l'amputation. Un espoir pour des centaines de milliers de malades dont les vaisseaux se bouchent. Explication Jean-Daniel Flézaquier et Jacques Gérard. Roger Rosenthal a du mal à marcher. Ce n'est pas seulement une vilaine plaie au pied gauche qui le handicape. Son problème, c'est que des artères de son mollet et de sa cheville gauche sont bouchées. On appelle cela une artérite et il a de plus en plus de mal à se déplacer. Si ça monte, ça peut être 100, 150 mètres. Si c'est à plat, ça peut être 200, 250 mètres, mais c'est plus 1 kilomètre ou 2 kilomètres comme j'avais l'habitude de faire avant, sans m'arrêter, sans souffrir. Dans l'artérite, quand un tissu ne reçoit plus de sang, il peut se gangréner. Et il faut amputer dans un tiers des cas.
Mais un énorme progrès vient sans doute d'être fait pour réduire ce risque. Une équipe japonaise annonce aujourd'hui dans la revue britannique The Lancet qu'elle a réussi à faire fabriquer des nouveaux vaisseaux par des patients artéritiques. Pour cela, les chercheurs ont prélevé de la moelle osseuse dans un os du bassin des malades et l'ont réinjecté dans un muscle du mollet. En quelques semaines, comme on peut le voir ici à droite, de nouveaux vaisseaux ont poussé. Résultat, sur 25 patients atteints de gangrène, 20 ont pu éviter l'amputation. Et 39 des 45 patients de l'étude ont eu des améliorations visibles, avec disparition des douleurs et doublement des distances parcourues. Un traitement qui pourrait bien être une révolution, selon les spécialistes. Les résultats qui sont montrés dans le Lancet, je dois dire qu'en 30 ans de médecine vasculaire, je ne les ai jamais vus chez ces patients-là, avec quelque drogue que ce soit, en dehors bien sûr de la chirurgie, quand la chirurgie était possible. En attendant la confirmation des résultats, il y a déjà un moyen d'éviter le pire. Les patients artéritiques doivent impérativement cesser de fumer. Pour eux, continuer la cigarette, c'est aller tout droit à l'amputation. En Grande-Bretagne, toujours, nouveau décès de la maladie du légionnaire. Ce sont désormais 110 cas qui ont été décelés dans la région de Cambria. 23 personnes sont toujours en soins intensifs. Depuis 6 jours, on est toujours sans nouvelles de Jessica et Holly, 10 ans, disparues dans les environs de Cambridge. Dernière piste en date, Internet. Elles ont joué avec leur ordinateur et se sont connectées sur le réseau juste avant de disparaître. La police britannique utilise tous les moyens possibles, y compris une collaboration étroite avec la presse et les appels incessants au public pour faire progresser l'enquête. Des méthodes très éloignées de ce qui se pratique en France. Claude Sampère. C'est chaque matin la même procédure. À 10 h, le commissaire David Hankins s'adresse à la presse. Il donne les dernières nouvelles de l'enquête sur la disparition de Jessica et Holly. Contrairement à ce qui se passe en France lors d'une disparition d'enfants, ici la police communique beaucoup. Chaque élément nouveau est rendu public. La police se sert de la presse pour faire avancer son enquête. Toutes les conférences du commissaire sont retransmises en direct à la télévision. Et pendant qu'il parle, on affiche le numéro de la ligne rouge où les gens peuvent appeler pour témoigner. En bas de l'écran est également indiquée l'adresse du site internet de la police. Depuis dimanche dernier, plus de 70 000 personnes se sont connectées sur ce site. Là aussi, on trouve toutes les dernières nouvelles sur l'enquête. Dans la salle de coordination qui recueille l'ensemble des informations données par le public, des inspecteurs font le tri. La police cherche évidemment à ne pas être submergée, encombrée par l'afflux des témoignages. Au même moment, sur le terrain, un dispositif très impressionnant est mis en place. Plus de 250 détectives et parmi eux, on fait appel à des policiers qui ont déjà par le passé enquêté sur des affaires similaires. Ces méthodes de travail, la collaboration étroite avec la presse et les appels incessants au public sont très différents des méthodes françaises. Enfin, autre grande différence, en Grande-Bretagne, plusieurs journaux ont offert de fortes récompenses pour toute personne susceptible de donner une information vitale pour l'enquête. Chaque pays a donc ses propres méthodes, mais ici comme ailleurs, la réussite d'une enquête dépend souvent du travail effectué dans les premières heures de la disparition. Et malheureusement pour Jessica et Holly, la police britannique a mis presque 2 jours avant d'évoquer la piste criminelle. En Espagne, explosion dans la station balnéaire de Torrevieja au sud-est de l'Espagne. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. L'organisation basque ETA avait téléphoné pour prévenir les autorités avant l'explosion de la bombe. Dimanche dernier, un attentat à la bombe avait causé la mort de 2 personnes, dont une petite fille de 6 ans près d'Alicante. En Israël, l'armée a interpellé aujourd'hui en Cisjordanie 2 militants du Hamas qui, selon les responsables militaires, s'apprêtaient à commettre un attentat de grande ampleur. Un civil palestinien a été tué au nord de la Cisjordanie par un char. À Jérusalem, les rues piétonnes sont désormais désertées de crainte des attentats. La municipalité organise le soir des fêtes, banquets, pour vaincre la peur et redonner vie au quartier. On y mange, on y danse 3 fois par semaine. Reportage Gérard Grisbeck et Moussi Armand. La pâtisserie derrière moi a fermé, le restaurant italien vient de fermer, ce café a fermé, un autre café aussi, un fast-food a fermé, ce restaurant là-bas qui était très connu a fermé, le restaurant yéménite là-haut a fermé, le restaurant kurde a fermé, le restaurant mexicain aussi, le restaurant italien là-bas en haut, lui aussi a fermé. Héron est en colère car tout le centre-ville de Jérusalem est maintenant déserté. Dans ces rues piétonnes, il y a eu beaucoup d'attentats qui ont fait des dizaines de victimes ces derniers mois.
Alors la nuit venue, chacun conjure le sort. Vaincre la peur, relancer la machine économique, c'est pour tout cela que la municipalité de Jérusalem organise 3 fois par semaine une grande fête qui, selon les endroits, ressemble à un pique-nique de quartier, à un carnaval ou à un bal musette. Bien sûr, les services de sécurité sont très vigilants et beaucoup de gens considèrent que leur présence est un acte civique. Je ne peux pas dire que j'ai pas peur, j'ai toujours une petite appréhension, mais parce que rien que les imbéciles n'ont jamais peur, mais j'ai confiance aux services de sécurité. Ce que je dis, c'est que je suis très contente ce soir, que la ville revit, que les gens revivent, que le juif, il est là chez lui, nous sommes chez nous. Quand on voit des beaux moments comme ça, on oublie le reste. Mais malheureusement, ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est sûr, mais bon, on ne peut pas arrêter de vivre non plus, hein. Conjurer les attentats en admirant les acrobates de capoeira venus du Brésil. Un plaisir partagé, des rencontres espérées, peut-être le début d'une grande histoire. Et personne n'est exclu. Mais la grande vedette, vous la connaissez, le géant du rock'n'roll, Elvis était là aussi. Attentat en Afghanistan, dans la banlieue de Jalalabad. 20 personnes ont été tuées, 85 blessés. L'explosion s'est produite dans l'entrepôt de dynamite d'une ONG afghane consacrée à la reconstruction des routes. Attentat ou accident, pour l'instant les informations en provenance de Jalalabad sont encore floues. Au Zimbabwe, la réforme agraire décidée par le gouvernement de Robert Mugabe doit s'appliquer à partir d'aujourd'hui. Objectif, redistribuer 95% des terres possédées par la minorité blanche. Mais pour certaines familles, il s'agit de quitter des fermes occupées parfois depuis 250 ans. 2900 fermiers blancs sont concernés. Richard Binet. Une vie de travail que Larry Norton voit partir dans des caisses, emportées par ceux-là même qui, hier encore, étaient ses ouvriers agricoles. Ordre du président Mugabe qui a donné 48 heures à 3000 fermiers blancs pour abandonner leur exploitation. J'ai un couple d'aigles qui nichent dans ce vieil arbre. S'ils leur font quoi que ce soit, Dieu seul sait ce que je pourrais faire. L'opération n'aura duré que quelques heures. Les derniers camions ne sont pas encore partis que déjà le drapeau national flotte sur la ferme des Norton. Nous en sommes réduits à fuir. Tout ce que vous voyez ici, nous l'avons fait sortir de la terre, sans l'aide de personne. Et aujourd'hui, nous ne recevons pas un penny en échange, rien. Depuis 2 ans, les fermiers blancs du Zimbabwe sont l'objet de constantes persécutions. Intimidation, occupation des fermes par des vétérans de la guerre d'indépendance à la solde du président Mugabe, assassinat. Après 22 ans de gestion chaotique, le chef africain a trouvé un bouc émissaire, les anciens colons restés au pays, sommés de rétrocéder leurs terres au profit des populations africaines. Une réforme irréaliste selon les fermiers, tant le pays est appauvri. Nous avons toujours gardé l'espoir que le gouvernement reviendrait à une politique sensée. Cela ne s'est pas passé. Nous sommes fatigués par ces atermoiements et ces intimidations. Certains fermiers tentent de contester la loi agraire. Sans grand espoir, s'ils n'ont pas abandonné leurs fermes, ils ont renoncé à semer pour les prochaines récoltes, alors que le pays ne survit déjà que grâce à l'aide internationale. L'Est de l'Europe traversé par de graves intempéries. En Russie, sur les bords de la mer Noire, les inondations et la tempête auraient causé la mort d'au moins 25 personnes. En Autriche, ce sont les inondations qui ont bloqué des centaines de milliers de personnes au nord de Vienne. En Roumanie et en Bulgarie, des pluies diluviennes ont détruit des centaines d'habitations. 32 Irakiens qui avaient trouvé refuge dans un bâtiment désaffecté de Cherbourg ont été délogés sans violence après de longs dialogues avec les autorités. Loïc Delarmernay et Fabrice Dujardin. Comme pour les éloigner un peu plus des côtes et de l'Angleterre, les clandestins irakiens de Cherbourg sont repartis vers Paris. Ils seront placés dans plusieurs centres de rétention administrative, notamment à Vincennes. Légalement, la police ne pourra pas les y garder plus de 5 jours, le temps que les autorités françaises statuent sur leur sort. Hier, l'expulsion des réfugiés, qui occupaient un hangar depuis une semaine, s'était déroulée dans le calme. Les élus de Cherbourg avaient tenu à rassurer les clandestins. Il n'y aura pas de retour vers le pays d'origine. Voilà, nous en avons la certitude. Durant leur séjour en centre de rétention, ces réfugiés pourront demander l'asile politique en France. Mais même si cet asile leur est refusé, il sera légalement très difficile de leur faire quitter le sol français.
Ils sont inexpulsables vers l'Irak. Dans le pire des cas, ils pourraient être reconduits aux frontières de l'Europe, à leur point d'entrée de l'espace Schengen. Encore faut-il savoir lequel, faute de quoi la reconduite est impossible. Dans la crainte de voir la situation s'étendre à de nombreux ports français, les élus de Cherbourg s'en prennent au gouvernement. Nous avons trouvé pour le moins prématuré, voire déplacé, la décision du ministre de l'Intérieur, de M. Sarkozy, d'annoncer ou de faire un effet d'annonce sur la fermeture de Sangatte sans avoir pris la précaution de trouver une solution d'avenir et de repli pour gérer ce type de situation. Ce soir, le ministère de l'Intérieur réfute tout lien de cause à effet entre la fermeture annoncée de Sangatte et l'exemple de Cherbourg. Nicolas Sarkozy a cependant invité les élus de Cherbourg à le rencontrer s'ils le souhaitent. Didier Schuller est parti pour 7 semaines retrouver sa famille à Saint-Domingue. Il a été autorisé par les autorités françaises à quitter le territoire jusqu'au 15 septembre. Il a été remis en liberté le 1er mars après avoir été mis en examen pour abus de biens sociaux et trafic d'influence dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine. Nouveau week-end chargé sur les routes de France avec un samedi très embouteillé dans le sens des départs autant que des retours, notamment dans la vallée du Rhône. La sécurité routière recommande de conduire de préférence dimanche. Le port de Nice, il n'est pas bien grand, mais on y trouve toutes sortes de bateaux, du petit voilier de plaisance aux yachts de milliardaires. Et pour qui navigue, une règle incontournable pour entrer dans le port, tricot vert et bâti rouge. Traduisez pour les néophytes, le triangle vert marque l'entrée du port forcément à tribord, c'est-à-dire à droite, le cylindre rouge à bâbord, c'est-à-dire à gauche. Pour ceux qui n'ont pas compris, reportez-vous à votre code maritime favori, Myriam Thiebaud et Virgile Yadot. Ils viennent par demi-douzaine chaque jour, ces énormes yachts. On en voit rarement les propriétaires. Ce que l'on aperçoit, ce sont les équipages permanents. Ceux-là, le responsable du port commence à bien les connaître. Eddie, le capitaine est là. Et alors, il a mis les boules de caisse? Yes, le capitaine est bien là, mais pas son patron. Aucun milliardaire à l'horizon. Claude en est certain. On peut le voir lorsque le bateau accoste déjà à l'attitude du capitaine. S'il est bardé de galons, c'est qu'il a du monde à bord. Si c'est un peu plus décontracté, c'est qu'il est seul. Ce genre de gesticulation, cela fait beaucoup rire les plaisanciers ordinaires. Petit voilier contre grosse machine, il n'y a pas de complexe à avoir. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Pourquoi ça me plaît pas? Parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas aller où ils veulent, ils peuvent pas... Moi, avec mon bateau, je vais n'importe où, je m'arrête dans les petites criques, dans les petits mouillages, dans les... Non, ça c'est... promène couillon. Non, je ne rêve pas de ce genre de vie, non. Pas vraiment. Un brin de mauvaise foi peut-être du côté des petits, parce que même en faisant le difficile, on trouve toujours un yacht qui tape à l'œil. Celui qu'on a vu, c'est le Grand Bleu. C'est un bateau, il doit faire 50-60 mètres de long. Et dessus, il y a un hélicoptère, il y a un yard de 30 mètres dessus. Il y a une annexe qui fait 25 mètres. Et là, vraiment, ça fait rêver, ça. Mais ça fait pas rêver, non. Faites attention, il y a des bateaux... Petit et fier de l'être, il y en a même un qui se verrait bien entre deux yachts. Finalement, question taille de bateau, il suffit d'assumer son gabarit. Il y a quelques minutes à Munich se courait la finale du 200 mètres féminin. Nouvelle victoire française. Muriel Urtis remporte la médaille d'or. C'est Patrick Montel qui commente ces images. Muriel au 4, Sylviane au 6. Premier départ parfait. Muriel Urtis est parti prudemment. Sylviane Félix est bien parti. Muriel qui accélère maintenant. Muriel Urtis qui va revenir à hauteur de Levorato. Kim Gewart est bien à la sortie du virage. Muriel Urtis à la lutte avec Gewart qui va faire l'effort maintenant. Muriel Urtis sera championne d'Europe et Gewart la pousse jusqu'au bout. Quelle course de Gewart, mais Muriel passe. 22,43, Muriel Urtis est championne d'Europe. Voilà, magnifique médaille d'or donc pour Muriel Urtis, championne d'Europe. Toujours au championnat d'Europe d'athlétisme, Manu Lamontrin a remporté la médaille de bronze en lancer de marteau. C'est la première française à monter sur le podium dans cette discipline depuis 1950. Médaille de bronze donc pour Manuela Montbrun.
La Roque d'Enterron dans le Luberon reste le festival de piano le plus prestigieux. Jusqu'au 22 août, les plus grands solistes se produisent, souvent en plein air. Cette année encore, les mélomanes sont venus nombreux. L'an dernier, ils étaient 65 000. Et parmi ces passionnés, les pianistes ne sont pas les derniers. Bertrand Renard et Jean-Jacques Le Garec. Un pianiste, ça vient d'abord à la Roque d'Enterron pour jouer. Ce soir, c'est Nikolai Lugansky qui affronte Beethoven. Mais des pianistes, on en rencontre aussi côté public. Pourquoi un pianiste vient-il en écouter un autre? Réponse. Il vient écouter ce pianiste en particulier parce qu'il l'a entendu une fois il y a à peu près 2 ans et j'avais beaucoup apprécié, beaucoup aimé et j'ai voulu un peu confirmer cette impression. Mélomanie pour l'un, détente pour Boris Berezovsky, car c'est lui le lendemain matin qui sera sur scène pour une œuvre très ardue de l'allemand Paul Hindemith. Et cette fois, c'est Brigitte Engerer qui découvre des horizons en écoutant son camarade. Ça donne envie de jouer, mais ça donne aussi des couleurs dans les oreilles, ça ouvre l'imaginaire. Et puis je trouve que c'est très important d'écouter. Moi j'ai des grandes joies en écoutant les autres. Quant à Nikolai Lugansky, même dans ces moments de détente, il retrouvera toujours un réflexe de pianiste, saluer son public. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route, Yves Carra, 20h55, soirée polar avec PJ et avocats et associés. 1h, le dernier journal présenté par Ève Mété. Je vous retrouve demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2. Et on se quitte sur ces magnifiques images qui vont venir. Le tour d'honneur de Stéphane Diagana. Voilà, vous le voyez, saluant, congratulant toute sa petite famille. Stéphane Diagana, donc, qui a gagné la médaille d'or à Munich, aux 400 mètres, et à Munich cet après-midi. Vous voyez sa joie. Et le petit dernier qui est dans les bras de maman et qui s'appelle Tidiane.